Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystères en tout genre. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un nouvel invité qui n'est encore jamais venu sur le podcast. J'ai nommé Kurt. Bonsoir Kurt. Bonjour, bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, un peu stressé quand même, hein. Mais non! Mais non, il faut pas. L'institution C'est Creepy, qui peut s'effondrer à tout moment à cause de moi, je suis navré, hein. Non, ça va être chill. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Kurt, pour tous nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, même si je pense pas que ce soit possible? Ah, je pense qu'au contraire, ils sont archi nombreux. Mais bah écoute, je m'appelle Kurt. J'ai créé un podcast il y a 4 mois maintenant, qui ne compte que 2 épisodes, parce que je suis un gros flemmard, et qui s'appelle Obscurum. Et donc Obscurum, en fait, c'est un peu la came, je pense, de tes auditeurs et tes auditrices, parce que ça parle de paranormal et un peu de true crime. On va voir comment le format évolue, mais là, on est plutôt sur du paranormal, en vrai. Wow. Avec une dose de true crime. Donc, ouais, il y a 2 épisodes de sortie. Je suis sur toutes les plateformes et je suis trop content de faire cette émission avec toi aujourd'hui. Ça va être trop bien. Yay! Je recommande Obscurum Podcast. Enfin, il s'appelle Obscurum, hein, c'est pas Obscurum Podcast. Ouais, il s'appelle Obscurum, mais en fait, je m'appelle un peu partout Obscurum Podcast sur les réseaux sociaux parce que Obscurum, c'est pris par un nombre incalculable de tatoueurs et de groupes de métal. Du coup, c'est compliqué de se faire une place avec un nom comme ça. Et donc, j'ai rajouté podcast sur les réseaux sociaux, mais je crois que le podcast en lui-même s'appelle juste Obscurum. Tu crois? Alors, moi, j'ai vérifié. Et c'est le cas. C'est le cas, bon bah cool. Donc sur les réseaux sociaux, c'est Podcast Obscurum ou Obscurum Podcast parce que je complique tout. Et sur Apple Podcast, Spotify et tout le bordel, c'est Obscurum tout court. Ok, et du coup, dans tes 2 épisodes, t'as parlé de quoi déjà, là? Le premier épisode, j'ai parlé de la Dame Blanche. Donc c'est un épisode qui revient sur une histoire à propos de la Dame Blanche, un truc qui s'est passé en France il y a presque 30 ans maintenant. Et ensuite, je développe un peu autour de la Dame Blanche, je raconte un peu son histoire, d'où elle vient, où elle va. Et du coup, c'est un épisode très cool à faire. C'était le premier. Donc c'est plein de scories et tout. J'ai vraiment galéré sur le montage, mais ça va, c'est à mon sens assez propre. Le deuxième épisode, je l'ai fait sur Véliska. C'est une affaire que tu as déjà traitée, toi, dans tes épisodes. Ouais, mais sur Patreon. Sur Patreon, c'est ça. Ouais. Et donc, il se complète assez bien, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé écouter le tien. Je l'ai écouté qu'après, du coup, je voulais vraiment pas être influencé par ce que tu avais déjà fait. Mais bon, c'est une affaire avec des faits très précis et c'est vrai que c'est compliqué de se détacher de ce qui est écrit sur le net. Donc, peut-être que ça se ressemble, pas dans le fond, mais dans la forme. Enfin, pas dans la forme, mais dans le fond, ça se ressemble pas mal. T'as trouvé encore plus de détails, je crois, que moi. Parce que j'avais fouillé un peu, mais je crois que t'as fouillé encore plus. Oh, je suis tombé dans un rabbit hole de ouf, en fait. Mais j'adore ça, hein. J'adore. Et aujourd'hui, c'est le cas aussi. Et toi, d'ailleurs, aussi, tu me disais que ton histoire, elle commençait tranquillement et qu'en fait, t'avais trouvé plein de trucs. Donc, l'histoire d'aujourd'hui? Ah oui, ouais. Effectivement. Donc c'est trop chouette. Moi, c'est un des aspects que je kiffe dans le podcast, dans le true crime et dans le paranormal, c'est que tu tires un fil et en fait, il y en a un autre et un autre et un autre et tu te retrouves avec une histoire, au fond, archi balèze, qu'il faut contextualiser et tout, et c'est trop bien. Bah écoutez, moi je vous recommande ces 2 histoires par Kurt, enfin ces 2 épisodes qui étaient vraiment très stylax, donc vous trouverez toutes ces infos dans la description. Gracias. Of course. Du coup, pour cet épisode, on va faire un peu de paranormal, parce que bah voilà, Kurt, je pense que... Tu préfères le paranormal ou le true crime, toi? C'est compliqué. En fait, je préfère écrire du paranormal et faire du paranormal, en fait, créer du contenu sur le paranormal, mais je t'avoue que finalement j'en écoute pas tant et je regarde pas tant. J'aime bien le true crime sur YouTube et en podcast. Mais tu lis beaucoup de trucs sur les fantômes, non? Ouais, bah en fait déjà je suis un grand lecteur à la base, alors je me suis vachement calmé depuis que je suis papa, mais je suis un gros lecteur. Et je lisais essentiellement de la fiction, et en fait, bah du coup, typiquement, quand j'ai commencé à faire du podcast et à faire de la création sur Internet, j'aimais bien l'outil Internet, mais je trouve que ça...
Enfin, je sais pas, moi j'aime bien le bouquin, l'objet en fait, et je trouve souvent que c'est pas beaucoup plus précis, mais qu'il y a un charme en fait dans les vieux bouquins qui traitent d'affaires de true crime qu'il y a plus sur internet où tout est très froid. Et du coup, j'aime bien ça, et donc je lis beaucoup pour taffer mes sujets. Juste sur la Dame Blanche, je crois que j'ai acheté une dizaine de bouquins. 10 Ouais, juste pour écrire l'épisode. Pour écrire 45 minutes d'épisode. Et non, mais c'est dingue en fait. Et là, je crois que le record, c'est... Je prépare un sujet pour cet été. Alors, je sais pas si je peux en parler maintenant, mais j'aimerais bien parler de la secte, en fait, de l'ordre du Temple solaire. Ok. Et en fait, j'arrivais pas à m'arrêter d'acheter de bouquins. Et du coup, je crois que j'ai une quinzaine de bouquins, là, juste sur cette affaire. Donc, ouais. Donc là, j'irai pas chercher sur le net, je pense que je vais me contenter de lire des bouquins. Mais du coup, ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup lire, creuser et tout. Alors, c'est pas facile parce qu'avec Internet, tu peux faire du copier-coller. Enfin, c'est plus facile de travailler avec Internet qu'avec un bouquin où il faut surligner, Ouais, bah oui. se souvenir de ce qui s'est dit des centaines de pages avant. Mais j'aime bien ça. Mais tu les as tous lus. Par exemple, pour la Dame Blanche, tu les as tous lus, les 10. Ouais. Bah alors, c'est compliqué parce que la Dame Blanche, tu sais, c'est pas un truc, c'est pas un livre ou une histoire formelle, c'est plein de petites histoires, en fait. Donc, c'est vraiment, typiquement, c'est super chiant à lire. Donc, ça m'a pris des mois et c'est pour ça aussi que j'ai mis beaucoup de temps à sortir l'épisode. Mais, ouais, j'ai lu En plus, quand je dis 10 bouquins, il y en a qui parlent que de la Dame Blanche. Donc, ça, je les ai lus entièrement. Après, on a d'autres qui sont plus cool et qui racontent plein d'histoires, dont celle de la Dame Blanche. Donc là, en fait, j'ai juste lu ce qui m'intéressait. Mais du coup, c'est bien parce que c'est des livres que je vais pouvoir réutiliser sur d'autres épisodes. Ça va être trop bien. Ça va être trop cool. Eh ben, dis donc. Waouh. Et ben, du coup, on va faire un peu de paranormal pour cet épisode. J'ai demandé votre avis sur Patreon, histoire d'avoir vos retours. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que le paranormal vous manquait. Donc, on va se faire ça aujourd'hui avec Kurt. On vous a préparé 2 histoires. De quoi tu vas nous parler, Kurt, sans trop nous spoiler sur ton affaire? Alors, l'histoire s'appelle Les cercueils d'encens. Je sais pas si c'est très évocateur, mais du coup, c'est une histoire de cercueil qui bougerait tout seul dans un tombeau dans les Barbades, enfin à la Barbade, dans les Antilles britanniques. Okay. J'en ai jamais entendu parler, mais ouais, ça a l'air pas mal. Et pour ma part, je vais vous raconter une histoire de fantôme qui se passe en France, dans la région parisienne plus précisément. Oh, stylé. Voilà. Donc, avant de commencer, sachez que la version vidéo de cet épisode, coucou, est disponible gratuitement sur Patreon si vous souhaitez plutôt nous regarder parler. Voilà, le lien est dans la description. Si vous voulez switcher maintenant, allez-y. Et oui, c'est gratuit. Il y a un palier gratuit sur Patreon. Je vous laisse 5 secondes histoire d'y aller. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça y est. Terminé. Du coup, est-ce que tu commencerais pas, Kurt ? Bah vas-y, avec plaisir. Trop bien. Bah écoute, ouais, c'est parti pour mon histoire. Donc l'histoire dont je vais parler aujourd'hui se passe à la Barbade, en fait, qui est une petite île qui est dans ce qu'on appelle l'archipel des Petites Antilles. Donc c'est vraiment proche des Caraïbes. Et du coup, en fait, c'est une toute petite île qui est excentrée dans ce chapelet d'îles. Et qui s'appelle la Barbade. Sa position excentrée par rapport aux autres îles, en fait, on a fait l'objet de toutes les convoitises pendant la grande période coloniale britannique et française, et du coup, il y a très rapidement les Britanniques, la Grande-Bretagne, en fait, a annexé cette île pour en faire de grands champs, de grandes plantations. Cette île était vraiment idéale pour eux parce qu'elle était excentrée et du coup, en fait, toutes les révoltes qui avaient lieu sur les autres îles de l'archipel touchaient pas tellement cette île et du coup, ils ont pu se développer après l'annexion. Je crois que l'île a été revendiquée et colonisée en 1625. Donc, grosse histoire de colonisation puisqu'elle est restée... elle a obtenu son indépendance que là, il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années. Donc, c'est une île qui est restée très longtemps britannique. Dès qu'elle a été annexée, cette île, en fait, il y a de riches propriétaires anglais qui ont débarqué sur cette île, qui sont installés sur place, qui ont absolument tout brûlé et qui ont fait pousser du tabac, du coton et de la canne à sucre. Quand je dis qu'ils commencent à cultiver, en fait, c'est pas tellement eux. À l'époque, l'esclavage était encore très répandu, malheureusement. Ouais, on se doute que c'est pas eux. Oui, c'est des peinards en train de siroter, je sais pas, un soda de l'époque. Tandis que effectivement, ouais, de pauvres esclaves en fait et des pauvres natifs du coin travaillaient le tabac et le coton pour eux.
Je sais pas combien exactement d'esclaves africains on a fait venir sur cette île, mais énormément, et beaucoup sont morts sur cette île, épuisés en fait par les tâches. Et grâce à cette main-d'œuvre gratuite, l'île a prospéré et les riches propriétaires anglais sont devenus encore plus riches. Donc c'est dans ce contexte que commence notre histoire, dans un contexte de tension raciale un peu. Et cette histoire, elle commence au milieu du XVIIIe siècle. Donc en 1924, il y a un riche propriétaire terrien de la Barbade, James Elliot, qui fait construire un caveau souterrain dans l'église paroissiale de Christchurch. Christchurch, pour situer un petit peu, c'est une ville qui est en banlieue de Bridgetown, qui est la capitale de la Barbade, donc c'est tout au sud de la Barbade. Et donc ce gars, en fait, il fait construire son caveau en 1724, et pour une raison qu'on ignore, je sais pas pourquoi, probablement parce qu'il est parti mourir dans les îles britanniques, enfin en Grande-Bretagne plutôt, son caveau a jamais été utilisé. Mais attends, il a fait construire son caveau dans le sous-sol d'une église qui existait déjà? Ouais, enfin, pas dans le sous-sol réellement, je me suis peut-être mal exprimé, mais en gros, autour de l'église, t'avais un cimetière. Ah, ok. Et du coup, c'était fréquent pour les grandes familles, pour les familles riches en fait de l'île, de faire fabriquer des tombeaux ou des cryptes en fait souterraines dans le cimetière. Ça évitait souvent, c'était des îles qui étaient très soumises aux éléments, tu sais, il y avait de la pluie, des ouragans, et ça évitait au fait aux sépultures d'être emportées par les éléments. Ouais. Du coup, il fait construire ce tombeau et en fait, il l'utilise absolument jamais. Il meurt ailleurs et du coup, ce tombeau est vide. Mais ce tombeau, en fait, il a vraiment mis du blé dedans et le truc est archi solide. C'est construit en grès, en blocs de grès qui sont prélevés sur l'île même, et c'est scellé avec du mortier et du ciment, donc c'est vraiment le truc qui est censé tenir des centaines d'années. Et d'ailleurs, il existe encore aujourd'hui, ce tombeau. Oui, il y a du tourisme, il y a du creepy tourisme autour. C'est comme ça que ça s'appelle? Non, attends, comment ça s'appelle? Du tourisme noir? Je sais plus. Ouais, peut-être. Moi, je me souviens. Ouais, dark tourisme, c'est ça. Ouais, voilà. Et du coup, il est encore visité actuellement, ce tombeau. Il est vide aujourd'hui, mais il est encore régulièrement visité. Et il y a plein de gens qui viennent du monde entier pour le voir. Mais donc, c'est un truc très très solide. C'est un tombeau très solide qui a été construit volontairement en bas de plafond et voûté, en fait, vraiment pour le rendre encore plus blindé. Et surtout, c'est très étroit. C'est un caveau qui est très étroit. Et donc, ça évite les grandes surfaces comme ça. Souvent, ça a tendance à se dégrader avec le temps. Donc là, il fait 2 mètres sur 4. Et vraiment, c'est un truc compressé qui bougera absolument pas dans le temps. T'as une photo ou pas? J'ai une photo, ouais. Je vais la passer sur la version vidéo. Allez. Donc voilà les photos. Tout à fait. Bon, c'est une église là. C'est des églises. En fait, elle est magnifique. Je m'étais pas arrêté sur la photo. Ok. Bref, du coup, j'insiste. Je suis désolé. J'ai lourdement insisté sur la solidité du caveau, mais en fait, c'est très important pour la suite du délire. Donc voilà. Donc il y a ce mec qui fait ce caveau, qui l'utilise pas, qui crève ailleurs. Et du coup, des années plus tard, presque un siècle plus tard, en fait, le 22 février 1808, Marianne, qui est la plus jeune enfant du couple Chase, un couple influent sur l'île, meurt à l'âge de 2 ans. Donc sa famille, un peu triste, sa famille est probablement l'une des plus riches de la localité, et Thomas Chase, donc le père de famille, le patriarche, est connu comme étant l'un des maîtres d'esclaves les plus cruels qui soient, et autoritaire aussi sur l'île. Donc vraiment pas une super bonne réputation, et non seulement du coup il est vraiment pas ouf avec ses esclaves, mais on dit aussi qu'il est particulièrement maltraitant avec sa famille. Donc vraiment une pourriture, hein. Effectivement. Voilà. Mais donc sa plus jeune fille meurt, et ça le pousse. Lui qui avait pas fabriqué de tombeau, fait fabriquer de tombeau, ça le pousse à acheter un tombeau d'occasion. c'est chelou dit comme ça, mais ça arrive plus souvent qu'on le pense. Ok. Et du coup, en fait, il y a ce tombeau qui est totalement inoccupé depuis des années, et il l'achète. Donc c'est le tombeau d'Eliot que j'évoquais plus tôt, et en fait, il l'achète très rapidement parce que sa fille est morte et qu'il faut vraiment lui trouver un endroit pour qu'elle puisse finir, finir ses jours, mais pas du tout. Pour qu'elle puisse finir. Ils sont déjà finis, oui. Et donc, son choix se porte sur celui de James Elliot, et il s'avère que le tombeau, finalement, est déjà occupé par quelqu'un depuis 1 an.
une femme qui s'appelle Thomasina Godard et qu'on suppose, parce que c'est pas très clair, être une membre éloignée de la famille des anciens proprios. Donc, ok, mais morte, hein. Elle est bien morte. Oui, Elle s'est fait un petit pied-à-terre. Elle a un petit coin kitchenette. Je sais pas, je te demande. Elle a fait ses meilleurs barbecues dans son tombeau. Non, elle est bien morte, effectivement, depuis 1 an. Et elle a été enterrée là parce que c'est une lointaine cousine de la famille des premiers proprios. Et du coup, ils savaient pas trop où l'enterrer. Ils l'ont mise là. Okay. Vu que l'enterrement de la petite fille de Thomas Chase, enfin de la fille de Thomas Chase, se fait un peu précipitamment, le gars en fait se dit bon, c'est pas grave, on la laisse là, de toute façon j'ai pas envie de payer une nouvelle concession, elle sera là avec nous. Et donc il enterre sa fille. Un peu chelou. Un peu chelou, mais je suppose qu'à l'époque c'était pas très gênant ce genre de truc. Vous avez la flemme. Ouais. Vas-y, ça lui fera de la compagnie. Il y a de la paperasse. Ah mais c'est mort. C'est mort, elle reste là. Donc ouais, il s'est pas trop foulé. Et en fait, il se dit, bon, elle reste dans le tombeau avec ma fille, c'est pas très grave. Le sort s'acharne un petit peu sur la famille, puisque 4 ans plus tard, donc là on est le 6 juillet 1912, c'est la fille aînée des Chase, Dorcas, qui meurt à son tour. Donc pareil, elle est relativement jeune, elle a 12 ans. Donc c'est encore une jeune enfant. Et pour le coup, là, les circonstances de sa mort sont plutôt floues. Il y a des rumeurs qui circulent à l'époque en ville et qui accusent le père en fait de mauvais traitements, ça je l'avais déjà dit tout à l'heure. Mais donc on suppose que la petite était dépressive et on suppose a posteriori qu'elle était aussi atteinte d'anorexie mentale. Et donc qu'elle aurait fini par mettre fin à ses jours. Okay. Donc archi triste comme histoire. Là, le caveau, il est ouvert une seconde fois, donc en 4 ans, et Thomas Chase, affligé d'une peine immense, on suppose, enterre sa deuxième fille. Oui, on suppose. Hein. On suppose. Il est suspecté de l'avoir tué quand même, on suppose fort. Hein. Alors, pas activement, mais effectivement, on suppose qu'il l'a poussé en fait au suicide. Ah, d'accord. Ok. Il l'a pas maltraité au point de la tuer. Mais c'est la dépression qui a poussé la fille au suicide. Okay. Donc être atteinte de dépression à 12 ans et d'anorexie mentale, c'est que vraiment on devait avoir une forme de maltraitance qui était quand même archi intense, mais on n'a pas plus de trucs sur ce sujet. Cela dit, sa peine que je pensais moi affecter quand j'ai commencé à lire l'histoire en fait semble avérée, puisque lui-même en fait met fin à ses jours 1 mois quasiment jour pour jour après la mort de sa fille. Il se suicide lui-même. Et le 9 août 1812, faut pas que je me gourde dans les dates, on procède à une nouvelle ouverture du tombeau, et c'est là que l'histoire en fait commence à prendre un tournant un peu chelou. Ok. Donc les agents du cimetière... J'ai peur. Là, c'est vrai que ça commence à faire peur. C'était triste, c'était hardcore l'histoire du daron, mais là ça commence à faire peur. Donc les agents du cimetière en fait décèlent la lourde pierre qui ferme l'entrée du caveau. Les caveaux étaient fermés par de lourdes pierres, qui étaient parfois même scellées au ciment. Et il faut 8 personnes en tout. Donc non seulement pour déceler la pierre qui ferme la crypte, mais aussi pour porter le cercueil, parce que le cercueil, il est fait en chêne massif, il est doublé au plomb. C'est un truc qui se faisait à l'époque, qui se fait encore aujourd'hui. J'ai vu que la reine Elisabeth II avait été enterrée dans un cercueil de plomb. Mais pourquoi faire ? Alors... Vraiment, je sais pas du tout pourquoi. Je sais que ça préserve de l'humidité. Mais je vois pas tellement l'intérêt quand t'es mort et que ton corps n'est pas destiné à être montré, tu vois, enfin être entretenu pour être montré. Je sais pas pourquoi. Mais peut-être que c'était une forme de respect pour les morts, de les préserver au maximum des éléments, et du coup son cercueil était lesté au plomb, doublé au plomb, pardon. Et vu que monsieur le colonel Thomas Chase était quelqu'un qui mangeait bien, donc c'était vraiment un cercueil extrêmement lourd, et il a fallu 8 personnes pour porter le cercueil en fait, et le faire descendre les petites marches du tombeau, et pour le poser ensuite aux côtés de sa fille. Eh ben. Les gens qui assistaient à l'enterrement, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient suffisamment proches de l'édifice pour pouvoir se pencher à l'intérieur. Et là, c'est la stupeur. On constate que le cercueil des 2 petites filles ont été déplacés. Non. Ouais. Ils ont pas seulement été un peu poussés ou bousculés, en fait, c'est carrément, si tu veux, la tête des cercueils ont été disposées de... Les têtes étaient au fond, en fait, elles étaient dirigées vers le fond du tombeau. Et quand on ouvre le tombeau à nouveau, en fait, ils ont été retournés. Attends, 2 secondes, parce que tout à l'heure, t'as dit que pour ouvrir le tombeau, fallait
Enfin, c'était pas super facile, qu'il y avait du béton ou je sais pas quoi, c'est ça? Ouais, en fait, c'est les... Alors là, la pierre, en l'occurrence, elle n'était pas scellée au ciment encore. Ok. Mais c'est une immense pierre. C'est un bloc de pierre, en fait, qui doit peser plusieurs centaines de kilos. Et donc, c'est très, très compliqué de bouger la pierre. C'est extrêmement compliqué. Ça nécessite plusieurs bras, en fait. Il faut la force de plusieurs hommes ou de plusieurs femmes pour bouger la pierre. Ok. Donc effectivement, si quelqu'un est entré dans le tombeau pour le profaner, c'était pas quelqu'un, c'était plusieurs personnes déjà, effectivement. Mais plusieurs personnes plutôt costauds. Et en plus, ça fait du bruit de bouger une pierre. Enfin, c'est pas un truc que tu fais... La pierre, elle glisse pas, quoi. Elle est pas sur rail. Mais ouais, puis t'as dit pour le profaner, mais en soi, les tombeaux, ils ont juste été retournés. Les cercueils ont juste été retournés, ils ont pas été brisés, ils ont pas été ouverts, fouillés, ils ont juste été retournés. Donc on se serait pas donné la peine de soulever une pierre... juste pour retourner pour une histoire de feng shui, quoi. Non. Effectivement, même si les gens qui assistent à l'enterrement se disent « Bon, c'est une mauvaise blague, tranquille, ça peut arriver. » Effectivement, c'est une mauvaise blague qui nécessite quand même beaucoup d'efforts, tu vois. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient là en même temps pour faire cette blague. Qui est pas archi drôle en plus. Hein. Je trouve... Donc, non seulement le cercueil des petites filles a été retourné, donc la tête maintenant est disposée, enfin est vraiment face à la porte du tombeau, mais en plus, le cercueil de Marianne, qui est la plus petite des enfants Chase, a même traversé la pièce en fait et est passé du côté opposé. Donc elle était, quand on est face au tombeau, elle était à gauche quand on rentre. Elle est a priori passée par-dessus le cercueil de sa sœur, vraiment pour se mettre du côté opposé. Donc stylé. Sympa. Putain. Donc voilà, passé le choc, on inspecte le caveau, on se demande ce qui se passe et on cherche des indices d'effraction surtout et on n'en trouve pas. Mais genre il se souvenait vraiment de... Parce que bon, 4 ans est passé, mais genre il se souvenait vraiment que le truc il était à gauche et pas à droite. Enfin... C'est pas 4 ans qui se sont passés, c'est 1 mois parce qu'ils ont enterré leur deuxième fille. C'est vrai. Ah ouais, bon. Et en plus, alors ça je suppose, là parce que vraiment c'est un truc que j'ai pas fouillé, mais que peut-être dans un tombeau, il y a une manière bien particulière de placer les cercueils. Peut-être. Peut-être dans une certaine direction, ça je t'avoue, je sais pas. Mais du coup, effectivement, c'était relativement récent, donc on a pu que constater en fait que les cercueils avaient bougé. Il y avait pas d'erreur possible. Ok. Donc, passé le choc, on inspecte le caveau, comme je disais, il n'y a pas de traces d'effraction, et dans l'assistance, il y a des gens qui sont plus ou moins superstitieux, qui commencent à signer, et les riches familles, évidemment, les familles blanches, elles commencent à accuser les Africains et les natifs de l'île d'avoir profané le tombeau. Bah oui, bien sûr. Bah oui, obviously. C'est eux. Ah hein. oui, puis quoi encore Bah attends, parce que tu vas voir, ça va. Les tensions raciales comme ça au sein de l'île vont augmenter encore, malheureusement. Du coup, on n'a pas de preuves formelles de ce qui se passe. On replace les cercueils, on fait un peu de ménage, on passe un coup de balai, on installe Monsieur Thomas Chase dans sa dernière demeure, on remet la lourde pierre, on la scelle au ciment pour éviter qu'il y ait des nouvelles intrusions, et on n'en parle plus. À ce moment-là, c'est pas encore clair, c'est pas relevé dans les textes que j'ai lus, mais a priori, le cercueil qu'on a oublié, c'est celui de Thomasina, donc la précédente occupante. Lui, ce cercueil, à première vue, il a pas bougé d'un pouce. Il y a que la famille Chase qui est concernée par ça. Ouh là là. Chelou. Est-ce que ça voudrait dire ce que ça veut dire Jusque là, je t'avoue qu'à ce moment-là de l'histoire, j'avais pas encore d'hypothèse. Ah, moi, bon, je vais pas me prononcer tout de suite. En fait, quand t'as dit, ils ont commencé à mettre le corps de la fille à côté de celle qui était là, je me suis dit, oula, peut-être que ça va être une coloc qui n'est pas très appréciée par celle qui était déjà là, tu vois. Donc bon, et là tu me dis que son cercueil n'a pas bougé ? Ouais, le sien n'a pas bougé. Ah Bon. Pour l'instant, en tout cas. Ok. Donc là, il y a 4 ans qui s'écoulent dans une paix toute relative. Et quand je dis toute relative, je vais poser un peu de contexte. Donc, plus ou moins 4 ans, le 14 avril 1816, plus ou moins 4 ans après le dernier enterrement, à la Barbade, donc dans l'île, il y a une première grande révolte d'esclaves en fait qui explose. C'est une des premières grandes révoltes vraiment d'ampleur dans les îles britanniques. Awesome. Yes. Et du coup, en fait, cette révolte, elle va susciter d'autres révoltes d'ampleur en Guyane ensuite, en Jamaïque.
c'est des révoltes qui à terme aboutiront à l'abolition de l'esclavage. Donc c'est vraiment dans la Barbade que commence, entre guillemets, il y a eu d'autres révoltes en fait dans les îles avant, mais c'est vraiment une des premières révoltes d'ampleur. Attends, mais t'as dit que le gars, il avait acheté son tombeau et tout. Enfin, l'histoire, elle commençait en 1924. Non, 1824. Ah, attends. 1824, ok. Attends, non, excuse-moi, 1724 même. J'ai fait l'erreur, peut-être. Ouh, là, on fait un voyage. Ok, Ah, parce merde, que je me ouais. disais, en 1924, il y a eu des révoltes d'esclaves. J'ai dit, Non, oula, pardon. Non, quand même. c'est 1724 le premier achat par James Elliot, et ensuite, 100 ans plus tard, presque en 1808, il y a le premier enterrement de la petite fille Ok. Marianne. Ok, non, parce que je les sous-estime pas, mais bon, je les pensais pas capables quand même jusqu'à 1924 quand même. Bon. Mais non, oui, effectivement, excuse-moi, je me suis gouré. Donc en 1834, effectivement, l'abolition de l'esclavage, on estime que cette explosion, la révolte dans la Barbade, est en partie responsable de cette abolition, et que c'est tant mieux. La révolte, à l'époque, elle est menée par un homme noir, Bussa, qui est né en Afrique de l'Ouest, qui est né libre, qui a été capturé, vendu, puis transporté à la Barbade par des vendeurs d'esclaves européens. Donc il arrivait sur la Barbade à la fin du XVIIIe siècle, et donc il devient esclave, et c'est lui en fait qui va mener la rébellion, et il va mener 400 hommes, 400 esclaves à travers l'île à la rébellion, et malheureusement en fait la rébellion va être vraiment écrasée dans le sang, ça va être un carnage total. Lui-même, Bussa, sera tué, et la plupart des rebelles qui l'ont suivi en fait sont soit tués, soit brutalisés par l'armée britannique. Donc ça se passe extrêmement mal, et le 16 avril, donc 2 jours seulement après l'explosion de cette révolte, l'ordre est plus ou moins revenu. Quand on dit l'ordre est revenu, en fait, c'est qu'ils ont buté absolument tout le monde ou emprisonné. Enfin, c'est vraiment glauquissime. C'est plus ou moins dans ce contexte de tension. Vraiment, il y a des tensions raciales qui s'exacerbent encore sur l'île. Enfin, voilà, déjà, c'était pas ouf de base, mais là, ça s'exacerbe encore. Et c'est dans ce contexte que le 25 septembre 1816, donc quelques mois après l'insurrection, le petit Samuel Brewster Ames, qui a 11 mois, meurt. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances. Ok. Donc ses parents, ils appartiennent évidemment à la classe des propriétaires blancs de l'île, et sont de lointains cousins des Chase. Donc on décide d'ouvrir le tombeau une nouvelle fois pour enterrer l'enfant. On décèle la pierre. Donc elle était cimentée, hein, je vous le rappelle. J'ai peur. On la déplace. C'est archi difficile une nouvelle fois parce que c'est une très lourde pierre. En plus, elle a été scellée, donc vraiment c'est compliqué. Non seulement le cercueil des Chase, des filles, ont été déplacés à nouveau. Mais là, le cercueil du père, qui, rappelons-le, faisait des tonnes et des tonnes, donc au point qu'il devait être transporté par 8 personnes, et le cercueil du père a lui aussi été déplacé d'un bon mètre. Et en plus de ça, il a été renversé. Wow. Donc le cercueil du père, qui doit vraiment peser 400 kilos, en fait, il a été vraiment renversé sur le côté, et il gît sur le côté au milieu du tombeau. Une nouvelle fois, on s'aperçoit que le cercueil de Madame Godard, Thomasina, de son prénom, n'a pas bougé. Chaud, hein. Elle est forte, hein. Elle a des bons bras, hein. Elle a des bons bras. Elle va à la salle, elle pousse de la fonte. Je crois qu'elle a son abonnement à Fitness Park. Elle a dû y aller plus souvent que moi. Parce qu'effectivement, là, on commence à se poser des questions. Enfin, nous, on se pose des questions, mais à l'époque, les blancs les blancs là-bas se disent encore une fois que c'est la population noire. Donc on les accuse là cette fois formellement en fait, et la population noire évidemment se défend, mais la plupart des gens blancs de l'île s'en foutent. Et selon les riches propriétaires, en fait, ils se vengent de la dure répression qui se buse depuis la révolte d'avril. Mais même parmi les plus virulents accusateurs en fait de la population noire, il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des trucs qui interpellent plus que d'autres et qui étonnent la population. Il y a 3 choses en réalité. La première, c'est que il y a que le tombeau des Chase qui est touché par ce phénomène sur l'île. C'est peu compréhensible dans le cadre d'une vengeance. En fait, on se pose la question, on se dit mais si la population noire veut se venger en fait des blancs, pourquoi uniquement les Chase? D'autant que finalement les Chase, dont on aperçoit, ils ont disparu il y a 4 ans pour le dernier, et que finalement la révolte a éclaté très récemment, et donc ils n'ont pas pris part en fait à l'écrasement de la révolte. Sa famille n'a pas pris part du tout à l'écrasement de la révolte, du coup
même en plus, même malgré la cruauté du père dont on se souvient encore et l'histoire un peu bizarre qui entoure la mort de sa fille, en fait, les gens de l'île sont passés plus ou moins à autre chose. Donc on sait pas pourquoi quelqu'un en particulier s'en prendrait à eux. La deuxième chose, en fait, qui est en faveur, qui joue en défaveur de l'hypothèse de la population noire, c'est qu'en fait, la population noire est extrêmement superstitieuse. D'une part, t'as les Africains qui ont été ramenés du continent, enfin les gens qui ont été les habitants du continent africain qui ont été ramenés sur l'île, ils ont été baptisés de force, en fait. Mais ils restent encore empreints de leurs anciennes superstitions et ils respectent vraiment excessivement les gens morts. Donc la profanation est totalement, pour eux, pas seulement interdite, en fait, c'est juste immoral pour la plupart des gens, hein, mais plus particulièrement pour eux. Donc pareil, là, ça coince un peu. Et surtout, en fait, ils sont tellement superstitieux qu'ils ont trop peur de s'approcher des cimetières la nuit. Ça les fait extrêmement flipper et du coup, vraiment, on peut pas les accuser. Enfin, c'est difficile de les accuser. Ok. La troisième chose qui interroge la population, c'est que bouger une pierre qui fait plusieurs centaines de kilos, c'est long, ça fait du bruit, et personne n'a jamais vu ou entendu la moindre chose près du tombeau. Il n'y a aucun témoin. À chaque fois. Systématiquement, dès qu'il s'est passé un truc, il y a 0 témoin. C'est ouf. Ouais. Donc là, l'hypothèse du surnaturel, elle commence à faire son chemin dans la tête des habitants de l'île. Et on scelle à nouveau le tombeau, une nouvelle fois. Mais voilà, l'hypothèse surnaturelle commence à faire son chemin. Les gens commencent à se poser des questions. Mais on sait qui c'était cette meuf à la base dedans ? Thomasina Godard ? Ouais. Bah, je spoil un peu en fait. Non, nous dis pas alors. Je me suis dit peut-être je vais pas poser la question parce qu'il va peut-être nous dire plus tard. Mais donc non, me dis rien. Vas-y. Ok. Parce qu'en plus il y a un retournement de situation là qui arrive bientôt. Un retournement de tombe encore. Ouais, et ça va te casser le crâne. Oh non. Vas-y, dis-nous. 52 jours après la mort du petit Samuel, on enterre son père. Donc le père du petit Samuel, qui s'appelle aussi Samuel, c'est un concept, oui. Il est inhumé lui-même dans le caveau. Alors en fait, il est mort il est mort plus tôt que son fils. Il est mort avant son fils, mais en fait, c'était une des rares victimes blanches en fait de l'insurrection, parce qu'il a pris une part active à l'écrasement en fait de la révolte et du coup, il a été tué. Et vu qu'on craignait que son corps soit volé ou profané, on l'a enterré à l'abri dans une petite église qui s'appelle Saint-Philippe, qui était vraiment loin des débordements, et du coup, on lui a évité potentiellement d'être volé ou profané. Et quand la tension est redescendue un petit peu sur l'île, finalement, on a ouvert à nouveau le tombeau pour qu'il puisse rejoindre son fils. Donc il est mort depuis le mois d'avril, mais c'est 52 jours après la mort de son fils qu'il le rejoint. Donc, les rumeurs à propos du tombeau commence à faire un peu le tour de l'île, et le jour de l'inhumation, il commence à y avoir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir ce qui se passe, et tout le monde attend vraiment l'ouverture du tombeau avec presque de la fébrilité, en fait. Ils sont tous impatients. Il y a un petit rituel qui commence à se mettre en place, et donc avant d'ouvrir la dalle de pierre, les gens l'observent, ils regardent s'il n'y a pas de traces d'effraction, si le ciment n'a pas été cassé. Enfin vraiment, on observe vraiment bien le tombeau avant de l'ouvrir. Il n'y a rien, aucune trace d'effraction. On ouvre le caveau, et c'est à nouveau le bordel. Non seulement c'est le bordel pour la famille Chase, mais cette fois-ci, le cercueil de Madame Thomasina Godard a été brisé. Donc là, en fait, le cercueil a été vraiment brisé, et il y a le cadavre de Thomasina Godard qui gît pas au pied, mais à moitié dans son cercueil. Devant la porte, dès que tu ouvres, elle est là. T'imagines, oh my god. Mais le stress, l'angoisse totale. Donc là, en fait, on comprend pas ce qui se passe. Parce qu'à nouveau, là, il s'est écoulé que 52 jours. C'est peu, enfin c'est beaucoup, on peut bouger des dizaines de tombes, je pense, pendant 52 jours, mais c'est quand même relativement tôt, la nouvelle ouverture du tombeau, et donc on commence vraiment à se poser beaucoup de questions. Et il y a le révérend de l'église, lui, ça y est, il commence à se réveiller un peu, il dit putain, c'est vraiment chelou ce qui se passe. Et il se dit, je vais quand même enquêter sur cette histoire parce que c'est vraiment bizarre. Lui, c'est un sceptique total. Il est, en plus de ça, plutôt du côté de la population noire de l'île. Il dit, mais attendez, c'est pas possible que ce soit eux. Un révérend sceptique. Chelou, hein.
Surtout à l'époque. Ouais. C'est une oxymore. Mais, lui, il dit bah non, c'est pas un phénomène paranormal. Donc, Ok. pas mal, plutôt en avance sur son temps. Un précurseur, mais du coup, il dit non, c'est pas possible que ce soit paranormal. Et c'est pas possible non plus que ce soit la population noire en vertu de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, leur superstition, tout ça. Donc, lui, en fait, il a une idée et il veut la vérifier. Donc, il descend dans le caveau. Ah, ils vont sceller le truc sur lui et ils vont revenir dans 52 jours, ils lui laissent des cacahuètes et... C'est ça, ils l'ont laissé vraiment avec des cacahuètes. Non, en fait, il veut pas s'enfermer, ça serait vraiment trop... merde. Ça serait too much. Quoique, ça aurait été cool. Ça aurait été cool qu'ils s'enferment quelques jours avec effectivement de quoi manger et de quoi boire pour voir ce qui se passe. Mais non, lui, il va juste inspecter, tout simplement, il va juste inspecter vraiment le caveau, mais minutieusement, en fait, à la recherche d'un signe. Lui, ce qu'il recherche, en fait, c'est les signes d'une infiltration d'eau. Il faut savoir qu'il il pleut énormément sur la Barbade. Non, me dis pas que c'est de l'eau. Ah non, l'histoire se termine pas là, t'inquiète pas. Ouais. Me dis pas que c'est de l'eau. Bah, parce qu'en plus, à chaque fois qu'il l'ouvre, ils sont pas en train de baigner dans l'eau. Enfin, comme par hasard, à chaque fois qu'il l'ouvre, il y a pas d'eau. Non, il baigne pas dans l'eau, effectivement. Il baigne pas dans l'eau, et du coup, lui, mais il pense quand même que c'est possible qu'il y ait de l'eau, en fait, qui soit infiltrée durant une de ces phases intenses de pluie. Ok. Qu'elle ait inondé la cave, en fait, le caveau, et que les cercueils se soient mis à flotter, et donc à dériver jusqu'à l'évaporation complète de l'eau. Il se dit, c'est envisageable. Seulement, il y a 2 ou 3 trucs, en fait, qui vont pas dans cette histoire, c'est qu'effectivement, il va inspecter minutieusement le caveau, regarder les murs, le sol, et vraiment découvrir aucune trace d'humidité, ni de moisissure. Donc c'est déjà ça calme un peu l'hypothèse, mais en plus de ça, effectivement, 52 jours, c'est entre la dernière ouverture et l'ouverture du jour là. C'est très court. S'il a plu, il a plu énormément, et le sol en fait de l'île en plus est relativement poreux, mais c'est impossible que la cave se soit remplie et qu'elle se soit vidée dans cet intervalle. Impossible. Ok. Donc, lui, il se laisse pas démonter. Il entérine quand même cette thèse. Il se dit, c'est ça. Il n'en démord pas, en fait, malgré que tous les signes lui disent le contraire. Et il dit, on n'en parle plus, les gars, c'est bon. Scellez la cave, en fait. C'est juste une infiltration d'eau. Arrêtez de casser les couilles. Et vraiment très en avance, ce prêtre. Et du coup, on oublie plus ou moins l'histoire. Ok. Enfin, on oublie plus ou moins. Les gens n'oublient pas, mais je veux dire, on passe un peu à autre chose le temps qu'un nouvel enterrement se fasse. On était au mois de décembre 1816, quand le dernier enterrement a eu lieu. Le 7 juin 1819, donc presque 7 ou 8 mois après, on déplore un nouveau décès dans la famille Chase. Cette fois, c'est pas une Chase à proprement parler, parce qu'il en reste quasiment plus, mais c'est une lointaine cousine qui s'appelle Thomasina Clark. C'est une Thomasina aussi, mais je pense que c'était fréquent à l'époque. Ça m'a fait peur. Ça doit pas m'interpeller tout ça. Je pense pas. Donc, hop, elle crève et on décide de l'enterrer dans le caveau. Je suis désolé. J'ai pas de respect pour cette famille. Hop, elle crève. Pardon. Mes respects, mes hommages, la famille Clark. Donc, elle meurt. Ouais. Dans des circonstances qu'on connaît pas trop. Mais elle meurt et on décide de l'enterrer dans le caveau parce que elle est proche en fait, enfin c'est une cousine éloignée de la famille Chase. Et il faut savoir qu'en 1817, il y a un nouveau gouverneur qui a été élu sur l'île, qui a été nommé, qui s'appelle Lord Cambremer, ou Lord Cambremer, je pense que je vais l'appeler vraiment comme ça à présent. Oui, vas-y. Merci. Qui a eu vent de cette histoire et qui décide en fait d'assister à l'enterrement. Il est accompagné d'un bon nombre de représentants du clergé de l'île. En fait, il s'entoure vraiment de tous les prêtres du coin. Et il se pointe. Et du coup, il arrive au moment de l'ouverture du caveau. Et l'ouverture du caveau est très compliquée. Plus compliquée que d'habitude encore. La pierre qui ferme l'accès du tombeau, elle bouge absolument pas. Et les maçons qui sont chargés de la déceler et de l'ouvrir, en fait, c'est vraiment, ils vont peiner pendant des minutes et des minutes à essayer de bouger la pierre et ils y parviennent pas. Et donc, au bout de très très longues minutes, ils y arrivent enfin. La pierre cède presque. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, si elle ne bougeait pas, c'est parce qu'elle a été coincée par le cercueil du père, qui a littéralement traversé la pièce, qui a monté les escaliers et qui s'est appuyé sur la pierre. Oh my god, c'est horrible! Et là, tous les cercueils, mais absolument tous les cercueils,
du tombeau, en fait, sont sans dessus-dessous. Là, ils n'ont pas juste été déplacés, en fait, c'est que ils sont les uns sur les autres. Enfin, vraiment, c'est un empilement de cercueils. C'est absurde, en fait. Tu veux que je montre l'image ? Je veux bien, même si l'image, là, que tu vois, c'est pas celle... c'est la prochaine ouverture. C'est pas celle-ci, mais si tu veux que les gens se fassent une idée, effectivement, tu peux la montrer. La voici. Donc là, vraiment, on voit bien que les cercueils sont posés même les uns sur les autres, presque, en vrai. Ah ouais. Donc c'est... Ah oui, mais même à gauche... Attends. Ah, il y a écrit situation... Enfin, emplacement des cercueils quand ça a été fermé, le 7 juillet. C'est ça. Et emplacement des cercueils quand il a été rouvert. Donc le 7 juillet, c'est la date de l'enterrement de la dame, la Thomasina Clark. En fait, quand on a constaté du coup tout ça, on a refermé la tombe, on les a rangés comme on le voit sur l'image de gauche, là. Donc t'as les 3 grands cercueils et dessus on a posé les petits cercueils des enfants probablement. Voilà. Et en fait l'image de droite, c'est l'image à l'ouverture d'après. Putain. Donc tu vois, ils ont pas juste été un peu poussés, quoi. C'est vraiment... En plus, ils veulent sortir. Ils veulent sortir. Je sais pas si tu constates en plus, à gauche, comme je te le disais tout à l'heure, les têtes sont tournées vraiment vers le fond du caveau, et à droite, dans l'image de droite, ils sont tous à l'envers. Ouais. Cherche la lumière. Trop chelou. Putain, ok. Donc vraiment le stress. Le stress pour tout le monde là. Parce que effectivement, il y a le gouverneur qui est une autorité dans le coin et qui constate le truc en même temps que la population. Donc là, on peut plus parler juste de superstition ou de légende ou de conneries. En fait, vraiment, c'est acté, c'est écrit. En fait, il y a des écrits qui prouvent que cette histoire est arrivée, puisque ça a été consigné pour la première fois d'ailleurs par le gouverneur de l'île. Cette fois encore, ça a été différent sur la dernière ouverture, mais là, à nouveau, le cercueil de Madame Godard, il n'a pas bougé. Donc un peu chelou. Dans la foule de spectateurs, la terreur, elle est vraiment palpable. Il y a même des natifs de l'île, en fait, qui commencent à évoquer le nom du Baron Samedi. Je sais pas si tu vois qui est le Baron Samedi. Non, ça me dit rien. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire de grosses recherches, malheureusement. J'ai été un peu pris par le temps, mais le Baron Samedi, en fait, c'est une figure locale, en fait, des croyances créoles. Ok. Qui est pas là pour enfiler des perles à première vue. C'est une entité plutôt maléfique. Ok. Dans les croyances créoles de l'époque. Et pourquoi lui spécifiquement il retournerait des tombes ? Enfin, il est connu pour... Possible. En fait, tu vois, j'ai pas fait vraiment de recherche sur le Baron Samedi, je t'avoue, j'ai pas eu le temps. Okay. Mais en plus, d'autant que c'est vraiment anecdotique, c'est juste dans les récits que j'ai vus, les gens ils sont affolés et ils l'évoquent. Okay. Mais moi, il me parle un peu parce que c'est aussi un méchant dans James Bond. Ah bon ? Le Baron Samedi. Et en fait, c'est un personnage que tu connais peut-être parce qu'il est très reconnaissable. En fait, c'est un personnage qui est en costume, dans un costume noir, un long costume noir, qui a une tête de squelette et qui a un haut de forme en fait, qui a un long chapeau sur la tête. Ah oui, c'est un peu la figure vaudou. Absolument, vraiment typique. Et c'est l'esprit de la mort. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont évoqué, là je viens de voir ça, du coup c'est l'esprit de la mort, et c'est pour ça qu'il est évoqué là par la population quand ils ouvrent à nouveau le tombeau. Donc les gens stressent énormément, c'est normal, sauf que le gouverneur lui se laisse pas démonter, il dit écoutez, c'est simple, ce qu'on va faire c'est qu'on va à nouveau tout ranger, on va vérifier effectivement l'intégrité en fait du tombeau, et on va tout ranger et on va mettre du sable fin au sol. C'est le premier vraiment à se dire il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'à la prochaine ouverture en fait on puisse constater s'il y a effraction. Moi j'aurais mis une GoPro, mais bon, chacun son truc. Voilà, la GoPro c'était peut-être un peu un peu tôt, hein. peut-être un peu tôt, peut-être un peu cher pour l'époque, voilà, on sait pas. Mais il se dit voilà, avec le sable, c'est un truc qu'on a déjà vu dans d'autres histoires en plus. Je sais plus, moi je crois que j'ai vu un épisode de Mystère où ils faisaient à nouveau le truc avec de la farine. Je crois que dans Paranormal Activity ils font ça aussi. Ouais. Donc ils mettent du sable fin sur le sol du caveau, ils ferment à nouveau le caveau, ils le scellent à nouveau avec du ciment, et là t'as un magistrat qui est sur place, qui assiste à la fermeture du caveau, donc qui peut vraiment dire que le caveau a été bien cimenté, bien fermé, mais en plus le magistrat il a un sceau officiel qui va déposer donc aux 4 coins de la dalle sur le ciment en fait, pour que si jamais la dalle a été déplacée, en fait, on puisse observer que les seaux ont été cassés et qu'il y a eu effraction. Ok. Donc c'est des seaux officiels, on peut pas les reproduire, et
Donc si vraiment ils sont brisés, on le verrait immédiatement. C'est impossible de falsifier le truc. Entre-temps, l'histoire du caveau des Chase a fait le tour du monde entier et très vite, il y a plein de visiteurs qui commencent à arriver, mais vraiment des quatre coins du monde. Et là, on arrive au 18 avril 1820. Donc c'est quasiment une des dernières entrées en termes de date sur cette histoire. La veille, au soir, il y a des gens qui ont rapporté des bruits en provenance du tombeau, des bruits sourds, des bruits de choses qui s'entrechoquent dans le tombeau. Et du coup, ils interpellent le gouverneur, ils interpellent aussi le révérend Anderson. Et ils disent il se passe un truc qu'il faut aller voir. Donc le 18 avril 1820, on procède à l'ouverture vraiment exceptionnelle du sépulcre. C'est rare en fait d'ouvrir un tombeau quand il n'y a pas d'enterrement, et du coup là ils le font volontairement. Il y a un secrétaire, le secrétaire du gouverneur, il y a des magistrats, il y a le révérend, et du coup ils vérifient que les sceaux n'ont pas été brisés, et ils constatent qu'aucun des sceaux n'a été brisé. Donc ils ouvrent la dalle, non sans mal, encore une fois. Et à nouveau, à l'exception de la tombe de Madame Godard, du cercueil de Madame Godard, tous, mais absolument tous, et là ça correspond à l'image que tu as montrée tout à l'heure, tous ont été renversés. Absolument tous. Putain. Là, le gars, en fait, il fait appel à des experts de l'époque. Ils vont examiner les murs, la voûte, toutes les parties du caveau, en fait. Et le sable. Le sable, il n'y a rien, évidemment. Il y a tellement rien, en fait, que j'ai oublié d'en parler, excusez-moi. Mais il n'y a rien. Il n'y a aucune trace d'effraction. Il y a des traces, en fait, mais qui sont dues au déplacement des cercueils, mais il n'y a pas de traces de pas à première vue. Enfin, voilà, il n'y a rien qui démontre la présence de quelqu'un dans le tombeau. Le passage de quelqu'un dans le tombeau, plutôt. Et du coup, il faut intervenir des experts qui vont examiner vraiment la moindre pierre, en fait, du tombeau et s'apercevoir que il n'y a aucune trace d'effraction, mais vraiment absolument aucune. On se dit potentiellement, en fait, les gars, s'ils sont pas passés par la porte, ils sont peut-être passés, ils ont creusé, ou ils ont descellé des pierres depuis l'intérieur, mais impossible en fait. Il y a vraiment toutes les pierres sont scellées au ciment, ça a jamais bougé. Enfin, c'est le truc qui est vraiment immuable. Et l'histoire prend bientôt fin parce que du coup, à la suite de cette histoire, de cette dernière ouverture, en fait, ils vont juste libérer le tombeau, placer les cercueils ailleurs, en fait, sceller le tombeau à jamais et ne plus jamais en parler. Mais attends, mais il s'est rien passé d'autre dans... Genre Thomasina, ils l'ont laissée toute seule, là, dedans ? Alors, je crois qu'ils l'ont fait bouger, elle aussi. Hein. Maintenant, il est absolument vide. Et depuis, maintenant, il est ouvert aux visites. En fait, si tu veux, il n'y a plus la pierre, mais il y a des barreaux. Donc, tu peux pas rentrer dans le caveau pour le visiter. Tu peux pas t'installer tranquille. Tu peux juste vraiment le voir de l'extérieur. Mais ils l'ont vidé entièrement. Il est retapé régulièrement. Ils font la peinture et tout. Vraiment, c'est devenu une attraction, le truc. Mais depuis 1820, il est vide. Évidemment, je sais pas s'ils ont tous été enterrés à nouveau en même temps dans un autre caveau, si tu veux, mais il s'est plus rien produit à propos de la famille Chase. Plus rien. Et dans ce tombeau, du coup, il se produit plus rien parce que y a plus rien à produire. S'ils remettaient des cercueils, peut-être que ça recommencerait, mais en tout cas, il est vide et il se passe absolument plus rien. Donc depuis, évidemment, t'as plein de scientifiques qui sont penchés sur le truc et qui ont essayé de découvrir en fait ce qui s'était passé. On a vu que l'infiltration des eaux, en fait, c'était quasiment impossible parce qu'il n'y avait pas de traces d'humidité ni de moisissure à l'époque. Vraiment, ça a été vérifié. Et régulièrement, c'est vérifié. En fait, l'eau ne remplit jamais le tombeau. On a pensé à des secousses sismiques. C'est possible aussi parce que l'île de la Barbade est quand même régulièrement sujette à des secousses sismiques, mais ça tient un peu, mais c'est vite brisé parce qu'en fait, il n'y a aucun des autres tombeaux du cimetière qui a subi le même phénomène. C'est vraiment le seul tombeau qui s'est arrivé. Ok. Et pareil pour les inondations d'ailleurs. En fait, on se dit que potentiellement c'est des inondations, mais aucun des autres tombeaux de l'île, en fait, et plus particulièrement de ce cimetière, n'ont subi ce type de phénomène. C'est le tombeau des Chase, c'est le seul tombeau qui a subi ce phénomène. Et donc depuis, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, et cette réponse aura probablement jamais de... Enfin, cette histoire trouvera jamais de réponse, en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Ce qu'on sait, ce qui est avéré, c'est que les cercueils bougeaient. Des cercueils qui étaient parfois extrêmement lourds. Il y a le mystère aussi du cercueil de la meuf, Thomasina Godard. On ne sait pas du tout pourquoi la plupart du temps il bougeait pas et pourquoi à une seule occasion il a été carrément brisé.
Donc voilà, on sait rien de Puis on sait brisé rien. par quoi en plus? Brisé de l'intérieur, brisé... Par elle-même, c'est pas précisé. Oh. C'est pas précisé, Oh mais là vraiment, par contre, c'est fort parce qu'à aucun moment de mes recherches, moi, j'ai pensé à elle, tu vois. Juste... Ah ouais. En fait, moi, l'hypothèse, c'était, je me disais, s'il y a des gens qui en veulent au Chase, des gens palpables comme pas palpables, pardon, en fait, ils avaient aucune raison d'en vouloir à Thomasina puisqu'elle appartient pas à leur famille et du coup, ils l'ont laissé tranquille. En gros, c'était... Moi, je m'étais mis dans ce genre d'hypothèse plutôt. Ah non, moi, dès que tu m'as dit Bah oui, elle, tu là, vois. j'ai pensé direct. Mais c'est pour ça que c'est trop bien, en fait, que tu vois qu'on évoque cette histoire à deux, parce que t'as une autre hypothèse. Et en fait, cette hypothèse elle est... c'est possible. En tout cas, c'est envisageable. Mais il faut croire au paranormal et au surnaturel pour ça. Mais du coup, alors, je repose ma question. Vas-y. C'était qui, cette meuf? Mais alors, personne. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que personne. alors si, elle a probablement eu une vie très riche, pleine de bonheur, de félicité. Elle a peut-être été mariée ou pas. Oui, elle invente-nous a eu une des histoire enfants parce ou que pas. j'ai pas envie que mon lit se retourne dans la nuit, là. C'est quelqu'un de... Non, Madame Godard, écoute... Madame Godard, déjà, c'est un blaze, moi, qui m'inspire pas confiance, effectivement. Mais... Parce que j'avais une prof qui s'appelait Madame Godard et qui était absolument affreuse. Mais en l'occurrence, je pense que vraiment, elle a rien à se reprocher. Elle est juste morte et a été enterrée au mauvais endroit. Moi, ma conviction, c'est que quelqu'un ou quelque chose en voulait au Chase. Toi, ta conviction, c'est que c'est peut-être elle. Mais c'est intéressant, en fait. Donc, tu penses qu'il y a vraiment quelqu'un qui est rentré sans que les gens s'en rendent compte à chaque fois? Bah, disons que si... je sais pas si... Tu vois, j'ai pas voulu... on en avait parlé un petit peu. J'ai pas voulu débunker cette histoire. En fait, il y a des gens qui s'en sont chargés, qui ont essayé de trouver des hypothèses, mais qui sont parvenus à aucun résultat. Et moi, avec les éléments que j'ai, en fait, soit... et c'est un sujet super intéressant, en vrai. Soit je suis à fond dans le paranormal. Et je m'embarrasse pas du tout de l'hypothèse des profanateurs. Tu vois, je me dis... bah, je m'en fous. Sinon, c'est un fantôme. Enfin, c'est évident. Soit effectivement, t'es un peu plus rationnel et tu te dis, mais attends, même en étant rationnel, en fait, il y a quand même une part de mystère dans cette histoire parce que... Bah oui, c'était scellé à chaque fois. Ouais, et c'est ça qui rend fou. Non, mais en plus, genre, au fur et à mesure qu'ils arrêtaient pas de l'ouvrir et que bah y a eu de plus en plus de monde qui était au courant de ce qui se passait avec cette tombe. T'as dit, il y a des gens qui étaient là et tout juste pour regarder. Donc peut-être que il y a des gens qui se sont dit, bon... Enfin, je sais pas, peut-être que la première fois, c'était de l'eau, par exemple, et qu'en 4 ans, ça a séché. Let's go la blague. Mais que après, quand ils sont revenus, bah, il y a quelqu'un de mal intentionné qui a entendu parler de ça et qui s'est dit, ah, mais c'est drôle, bah, je vais re-rentrer et je vais encore les bouger parce que quelqu'un d'autre va finir par remourir pas longtemps après. Enfin, après, fallait le savoir, hein, qu'il y a quelqu'un. Enfin, c'est sûr que t'allais le rouvrir le tombeau de toute manière parce que les gens vont mourir, mais... Et surtout qu'à la fin, je pense qu'ils voulaient enterrer toute l'île dans le tombeau juste pour voir à chaque fois si ça venait bouger. Toi, là-bas, t'es mort, on s'en fout, vas-y, viens. On va faire un test ADN. Ah, t'as 0,02 sang des Chase. Ah, ok, bah tu vas y aller. Allez, c'est parti. C'est un chien crevé sur la route. Il dit, allez, on s'en fout. Mais il appartenait au Chase, donc il va y aller aussi. Mais oui, Non, mais c'est effectivement, c'est... En fait, si tu veux, c'est une de ces rares histoires où... En fait, si t'as envie d'être rationnel, tu l'es absolument pas, en fait. Si tu veux être rationnel, l'histoire... En fait, le truc le plus évident, c'est trop bizarre de dire ça. En fait, c'est... Dis-le. C'est le paranormal, en fait. C'est l'explication surnaturelle. Eh ben oui. Parce que, en fait, d'une part, je pense que les familles blanches du coin, l'élite propriétaire blanche du coin, eux... ils sont branlés, en fait. Ils avaient pas que ça à faire d'aller bouger des... Enfin, ils étaient oisifs dans leur coin, ils vivaient leur vie, ils butaient ou ils brutalisaient des esclaves. Ils étaient pas concernés par cette histoire du tout. La population créole native de l'île, ils étaient archi superstitieux, donc ils avaient aucun intérêt à faire ça. Les esclaves... J'ai du mal à imaginer des esclaves noirs, même s'il y avait un souci de vengeance, une volonté de vengeance, j'ai du mal à imaginer des esclaves noirs, en fait, pouvoir se balader librement de nuit. Avec le matos pour... Avec le matos, voilà. Sans avoir la peur de se faire choper, parce que si tu te fais choper, tu vas mal finir. Foutu, en fait. Ah bah oui. Puis il y a peut-être des moyens plus rapides de te venger, parce que t'habites chez eux, en général. Donc bah, voilà quoi. Tu les as sous la main. Ils ont aussi leur propre superstition qui, entre guillemets, les conditionne à ne pas, faire preuve d'irrespect vis-à-vis d'un mort. Donc c'est...
En fait, quand tu te penches sur cette histoire, la seule hypothèse qui est viable, et c'est trop chaud de le dire, c'est l'hypothèse paranormale. Ou alors plutôt surnaturelle. Je sais pas si il y a un terme pour désigner... c'est pas, tu vois, on parle pas de fantôme, mais de dire que juste un truc, pour l'instant, en l'état actuel, n'est pas explicable. C'est paranormal, en fait. Tout Ça simplement. serait bien d'inviter un fossoyeur ou quelqu'un, je sais pas comment ça s'appelle, quelqu'un qui travaille dans les cimetières, pour dire s'ils ont déjà ouvert des tombeaux, enfin des caveaux, et observé des choses de ce type. Ouais. Il doit y avoir des histoires folles, hein. Le Père Lachaise et tout, ça doit être un délire. Ouais. Peut-être que c'est facilement explicable. Donc je sais pas. Je pense que en vrai, si ça l'était, il y aurait déjà des gens qui seraient... Alors tu me dis que tu connaissais pas l'histoire, donc c'est vrai qu'elle est pas très connue, mais il y aurait peut-être eu déjà des gens qui seraient appropriés l'histoire et qui auraient trouvé une explication, tu vois. C'est vraiment une histoire qui trouve pas d'explication en vertu de tous les progrès qu'on a fait. Tu vois, on peut expliquer des tas de choses qui n'étaient pas explicables à cette époque aujourd'hui, mais cette histoire, en fait, on l'explique pas, on ne sait pas. C'est soit paranormal, soit c'est une légende ou un canular de l'époque, tu vois, mais gros canular quand même. Ça, c'est aussi envisageable que ce soit un canular. Mais je préfère croire à vraiment la théorie paranormale pour le coup. Ouais, ou que ce soit une histoire. Genre en mode, oui, il s'est passé ça en 1700, 1800 et tout, mais est-ce que on a des... Alors attends, les dessins que tu m'as envoyés, ils datent de quelle année ? Ils datent de cette époque. En fait, ils ont été faits, si tu veux, par une des personnes qui est descendue avec le gouverneur. C'est un des magistrats, si je me trompe pas. Qui est descendu avec un des gouverneurs et qui a écrit, en fait, dans ses... plus tard, il a écrit ses mémoires et il a reparlé de cette histoire. Il a évoqué la visite du tombeau, enfin du caveau, en fait. Et il a dessiné, il a fait ce dessin. Donc, après, c'est toujours possible que le gars, en fait, à la fin de sa vie, soit il délire totalement. Soit, juste un gros farceur et il veut faire... Mais il y a d'autres écrits et d'autres témoignages, en fait, qui entérinent cette histoire, en fait. C'est pas une légende. Voilà. Okay. Après, si tu vas sur la page Wikipédia de l'histoire, là, tu tombes sur des zététiciens, des sceptiques et tout qui vont te démonter le truc. Parce que c'est leur job, en fait. Mais Putain, mais pourquoi ils se sont arrêtés là ? Il fallait maintenant qu'elle est ouverte et tout, qu'elle est vide, mettez des trucs dedans et puis attendez de voir s'il se passe des trucs, si tu retrouves ton téléphone à 3 mètres. Enfin, je sais pas. Puis même maintenant, ils peuvent voir aussi s'il y a beaucoup de montées d'eau. Tu sais ce que je veux dire ? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de savoir si t'as eu des infiltrations d'eau. Mais est-ce que pour l'expérience, tu vois, t'as envie de foutre un cercueil dans un tombeau pour voir s'il va à nouveau bouger ? Oui. Je pense que... Oui. Et je vais y aller. Je vais aller le faire. C'est vrai ? Vas-y. Bah écoute, on y va ensemble. Ah, cool. Mais non, mais c'est trop bizarre cette histoire. Aujourd'hui, ça pourrait plus arriver, effectivement, t'as raison. Genre, si ça se produisait, ça ferait un tout petit bout de manchette. Enfin, ça ferait même pas top 1 sur Twitter, ça tiendrait une demi-journée, ça serait une trending talk. Enfin, ça serait une non-histoire, en fait. Genre, ça serait démonté dans l'heure, ou dans la journée, ou dans la semaine. Mais cette histoire est arrivée il y a 300 ans, et il y a 300 ans, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, quoi. Ok, bon, putain, c'était une histoire de fou malade. J'en ai jamais entendu parler. Trop bien. C'était trop creepy. Je suis content. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont de là-bas. Mais si jamais vous avez l'occasion d'y aller, j'ai pas envie de dire allez-y. Mais dites-nous si vous connaissez des anecdotes sur cette affaire, ça serait trop cool. Yep, ça serait vraiment trop bien. Et merci de nous avoir raconté cette histoire. C'était une histoire de malade. Merci de m'avoir invité pour le raconter déjà. Cool. Mais ouais, la fin est un peu déceptive peut-être. Hein. Mais non, parce qu'après, chacun croit ce qu'il veut. Et c'est vrai que moi, je crois à la thèse du paranormal, hein, en vrai, parce que si c'est scellé et tout, enfin, tu veux quoi ? Et si tu dis qu'il n'y a pas d'eau, enfin, jamais quand ils l'ont ouvert, ils ont dit il y avait une petite flaque sur le côté, tu vois ? Ouais. Non, jamais. À chaque fois, tu vois ?
Même le sable était sec dans la Voilà. dernière tentative. Enfin, il y avait. Tu vois, si typiquement il y a un truc qui retient l'humidité, c'est le sable. Et vraiment, aucune trace de flotte. Quoi. Ouais. Quelle Putain. angoisse. Ok, bon. Bah écoute, est-ce qu'on passerait pas à mon histoire? Mais oui. Je pense que d'ailleurs, je vais publier cet épisode en 2 parties parce que là, on est déjà à 1h10. Waouh. Donc, ouais, j'ai pas envie de faire un épisode de 2h30. J'espère que cette histoire des cercueils d'encens de Kurt vous aura plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à partager vos théories du comment et du pourquoi. Si vous êtes plutôt team paranormal ou team rationnel sur cette affaire, on a hâte de vous lire. Et maintenant, il Yes. vous reste plus qu'à aller écouter la partie 2 de cet épisode, parce que je l'ai divisé en 2 du coup. Ce sera plus pratique. Dans laquelle c'est à mon tour de raconter une histoire fantomatique. Elle est déjà dispo, il n'y a pas besoin d'attendre un mois de plus, vous inquiétez pas. Mais avant ça, restez encore 1 minute, le temps de vous reparler un petit peu du podcast de Kurt, qu'il faut aussi que vous alliez suivre et écouter dès maintenant. Donc Kurt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets, comme dirait Yop? On peut me retrouver un peu partout sur les internets. Bah déjà, je suis dispo en podcast, du coup, sur toutes les applis de podcast du monde entier, à part Deezer, je crois. Donc, c'est Ouais. Obscurum Podcast. Pas encore de chaîne YouTube. Une chaîne TikTok qui marche, sur laquelle j'ai rien mis pour l'instant. Ok. Mais du coup, si vous tapez Obscurum Podcast sur les internets, il y a moyen que vous tombiez sur mon podcast assez facilement. Donc voilà. Ok, ben parfait. Normalement, il le voit sur la version vidéo. J'ai mis la petite cover illustration. Allez Yes. le suivre, allez l'écouter. C'est vraiment un podcast super bien produit. Vous allez kiffer, c'est sûr. Si vous aimez C'est Creepy, vous allez aimer Obscurum. Obscurum, pardon. Et sur ce, t'es prêt, Kurt? Oui. On vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy. Creepy.